Bonjour à tous, ravi de vous voir nombreux ce matin. Nous vous proposons une petite heure, un peu plus d'une heure, autour de l'ingénierie à la Part-Dieu, autour d'un thème sur au service de la transformation des industries et du 4.0, donc de cette notion digitale. Donc je me présente, Eric Van Eekhout, donc je suis ici en tant que président du cluster Ingera 2, qui est un cluster, le premier cluster de France pour la promotion de l'ingénierie sous toutes ses formes, qui est un cluster qui est aujourd'hui à peu près 5 ans. Un peu moins de 5 ans, et qui est là pour animer la coopération entre les ingénieries, les industriels et les écoles. Donc voilà, donc c'est sous ce titre que j'anime avec Sarah cette présentation. Et juste une petite information pour ceux qui seraient intéressés par le cluster, à 14h30 vous avez une présentation de ce cluster, mais je le rappellerai aussi à la fin parce que tous ceux qui sont là s'en souviendront et ceux qui passeront après, je leur redirai derrière. Et un déjeuner aussi. Et un déjeuner aussi qui est offert par le cluster tout à l'heure. Un petit cocktail juste après. Voilà. Donc bonjour à tous. Sarah. Me concernant, donc je suis Sarah Babouo, développeuse économique sur le territoire du 3e et 6e arrondissement, donc avec une activité très forte à la Part-Dieu. Et par ailleurs, je suis en charge donc de la valorisation de la filière de l'ingénierie à l'échelle de la métropole de Lyon. Voilà. On vous propose donc 5 témoignages. On va y revenir juste après. Donc des témoignages d'ingénierie et d'industriels qui vont vous expliquer leur expertise, la manière avec laquelle ils ont travaillé ensemble, la notion de partenariat chez eux et l'intérêt pour eux autour du secteur et du quartier de la Part-Dieu. Mais avant ces témoignages, je vais laisser la parole à Sarah qui va vous expliquer justement autour de ce pôle de la Part-Dieu ce qu'il y a et ce qu'est l'ingénierie dans cet univers-là. Donc lorsqu'on parle, tout d'abord, petit point de définition, lorsqu'on parle d'ingénierie, on entend 2 types d'acteurs. Donc les bureaux d'études, comme vous allez le voir tout à l'heure, qui sont en charge de faire des prestations intellectuelles pour des donneurs d'ordre industriels. Et par ailleurs, des industriels, comme Framatome par exemple, qui internalisent en interne donc des activités de R&D. Et donc, force est de constater que cette ingénierie est très présente à l'échelle de la métropole. Nous sommes la 2e métropole de France d'ingénierie, avec, si on prend en compte seulement les emplois qui sont localisés dans les bureaux d'études, on ressent 16 000 emplois. 16 000 emplois donc, qui sont présents à l'échelle de la métropole, qui représentent aussi la diversité du tissu industriel du territoire. Mais on voit que la Part-Dieu est le catalyseur de cette ingénierie lyonnaise, puisque 23% des ingénieries de la métropole sont localisées sur le quartier d'affaires de la Part-Dieu. Par ailleurs, point intéressant, c'est que nous comptabilisons 3700 emplois dans le quartier. Ces emplois donc, sont importants et ces emplois sont en croissance. Petit chiffre assez représentatif, ces 5 dernières années, on a comptabilisé une croissance de 49% des effectifs dans les bureaux d'études spécialisés dans l'ingénierie. Donc, pour synthétiser, donc la Part-Dieu, territoire de référence en termes d'ingénierie, qui a une densité d'entreprises importante, qui crée de l'emploi. Et par ailleurs, ces entreprises ont une capacité d'innovation importante. Capacité d'innovation importante en interne, comme en témoigne par exemple la labellisation Industrie du futur de Framatome. Je citerai un deuxième exemple, la SNCF, qui a créé aussi son espace d'innovation, son espace digital, donc à la Part-Dieu, le 574. Cette innovation donc, est présente à l'échelle des entreprises et de plus en plus, on voit une capacité des entreprises de travailler en réseau, de développer l'open innovation en lien avec le tissu économique du quartier. Donc pour cela, ce qui est bénéfique, c'est bien sûr la présence de tiers-lieux, d'espaces de coworking, de living lab, qui permettent aux entreprises de se rejoindre pour travailler ensemble et brainstormer et design thinker. Pour cela, donc, je citerai juste un exemple, MamaWorks, qui est un espace de coworking localisé Cours Lafayette à la Part-Dieu,
avec lesquels on a travaillé pour l'implantation de Thales. Thales, donc, qui est présent à l'échelle, qui est présent à la Cité internationale, mais qui a excubé aussi une partie de ses salariés au sein de MamaWorks pour permettre à leurs salariés de travailler en réseau avec les startups, les PME qui sont localisées dans cet espace de coworking. Merci pour le petit panorama. N'hésitez pas à me poser des questions, sinon on reviendra à la fin de la séance. Très bien. Merci Sarah. Donc vous avez pu voir que la dynamique et la présence de l'ingénierie sur le quartier de la Part-Dieu. On vous propose donc des petites séances de 10 minutes, un quart d'heure, qu'on va essayer le plus interactif possible, où l'ensemble des cinq ingénieries et clients industriels, donc des binômes, vont venir vous présenter avec un petit jeu de questions-réponses la raison pour laquelle ils ont travaillé ensemble, ce qui les a motivés, ce qui fait leur différenciation aujourd'hui et quel est l'enjeu pour eux de cette présence auprès de la métropole et principalement auprès du quartier de la Part-Dieu. Ces témoignages, donc on va les faire un par un. Donc vous avez cinq thèmes, 5 sociétés, 5 binômes qui sont là, donc 5 pitchs. Et je vous invite, pour tous ceux qui sont autour, de ne pas hésiter à poser des questions, de nous couper, de compléter les questions que nous avons préparées à l'avance. Voilà, donc on a à peu près un petit quart d'heure par pitch tout au plus, histoire de tenir dans nos délais et de pouvoir justement continuer nos échanges autour du cocktail juste après. Très bien. Donc j'appelle Hamza et Kaye Amaris. Voilà. Donc bonjour Kaye, bonjour Hamza. On vous laisse vous présenter en quelques minutes. Bon, du coup, pour ma part, c'est Kaye Kucher Toprovic. Il y a encore un autre nom que vous avez bien fait de l'enlever parce que ça fait un peu trop long. L'accent, ça vient du Brésil. Ça vient pas de la Pologne, comme ça aurait pu paraître mon nom. Donc, moi, je suis le directeur régional pour la société Amaris sur le sud de la France, ce qui représente donc Sofia, Aix, Montpellier, Grenoble et Lyon. Également pour la Suisse romande avec Genève et Lausanne. Et je m'occupe également du développement de la société au Brésil, donc mon pays natal. Voilà, après cette présentation assez complète de Kaye. Du coup, moi c'est Hamza. J'ai rejoint le groupe Amaris pour développer toutes les activités liées à la blockchain et surtout développer tout notre cluster innovation qui s'agrandit aujourd'hui de jour en jour. Merci Hamza, merci Kaye. J'aurais une première question pour vous, liée spécifiquement à la blockchain. Qu'est-ce que la blockchain précisément? Alors, pour faire très très court, la blockchain est aujourd'hui une technologie qui permet de stocker de l'information et de l'échanger de manière sécurisée, transparente et sans autorité centrale. C'est une innovation qui est aujourd'hui considérée comme l'un des plus gros game changers au niveau mondial. On a énormément de difficultés à cerner ce qu'est cette innovation parce qu'elle est encore aujourd'hui dans le creux de sa phase R&D, de son cycle de vie. Et donc, une définition complète serait difficile à apporter, mais tout ce qu'apporte la blockchain sont aujourd'hui des choses qu'on maîtrise dans le groupe et qu'on essaie du coup auxquelles on essaie d'acculturer et nos partenaires et nos clients et nos équipes. Et en quoi la blockchain justement peut être intéressante pour des industries qui sont dans une démarche 4.0? Alors, au sein du groupe, on a identifié certaines pratiques importantes pour l'industrie 4.0. Parmi celles-ci, il faudrait qu'on puisse avoir une communication entre tous les objets connectés. Il faudrait qu'il y ait une transparence entre tout ce qui est software et hardware pour que les personnes qui sont dans l'écosystème puissent faire confiance à la donnée sur laquelle ils travaillent. Donc cette donnée, du coup, doit être authentique. Et le troisième point qu'on avait identifié était la décentralisation et l'automatisation des process. Et ces 3 points-là sont exactement les points forts de la blockchain parce qu'elle permet d'avoir un réseau décentralisé, sécurisé et tous les objets IoT qui vont pouvoir communiquer via la blockchain vont du coup pouvoir avoir la même base de communication et transférer des données qui vont être à la fois sécures et authentiques. Très bien. Pouvez-vous nous donner un exemple d'intervention justement? Comment vous intervenez concrètement pour sensibiliser les entreprises à la blockchain?
Alors aujourd'hui dans le groupe Amaris, on a toujours eu l'ambition d'accompagner nos clients du mieux possible sur certains projets. Donc au sein du cluster innovation, on a une démarche qui est à peu près top-down, mais qui est surtout circulaire et 360, dans le sens où on démarre par de l'acculturation à la technologie, voir pourquoi cette technologie va être disruptive, expliquer réellement avec des exemples concrets, des démonstrations en quoi cette technologie va changer les business models. On propose également de former des équipes entières sur des sujets très précis et sur des formations construites avec l'expertise de nos consultants. Et derrière, on est dans une démarche de co-innovation. On fait des séances d'idéation, on identifie un problème, on voit comment cette technologie combinée à d'autres vont pouvoir résoudre ce genre de soucis. Et derrière, on va s'occuper également, avec notre capacité d'implémentation, de faire de la gestion de projet, d'implémenter le projet, de passer vraiment de l'idéation et de profiter de l'expertise métier de nos partenaires et de nos clients pour arriver à un produit final. Et donc ça concerne tout type de secteur, tout type d'activité. L'idée en fait c'est de ne pas juste utiliser une technologie parce qu'elle est trendy ou parce que tout le monde en parle, c'est de l'utiliser parce qu'elle est utile au secteur qu'on adresse, et donc on va pouvoir adresser des secteurs financiers, des secteurs industriels, des secteurs d'assurance, des secteurs de supply chain, des secteurs de management et de RH. Très bien. Donc voilà, toutes les choses qu'on peut discuter. Si je peux juste me permettre de compléter, cette démarche liée à cette offre de service blockchain, on a déjà démarré environ il y a 2 ans. Donc on a été dans une démarche initiale qui était purement... on n'avait pas bien adressé le marché. On avait commencé avec... on développe des produits et on va voir directement des équipes opérationnelles, des industriels. Ça n'a pas marché. C'était un bel échec de notre part. Donc on a bien appris. Et puis on a commencé avec une notion de à la fois travailler avec le législateur. Donc là, par exemple, on travaille avec la Commission européenne sur la notion des contrefaçons pour le domaine pharmaceutique. Donc il y a un consortium dans lequel nous intervenons aujourd'hui. Il y a eu récemment à Bruxelles le premier blocathon. C'était une démarche d'innovation pour développer des produits avec lequel on a fait partenariat avec une start-up qui s'appelle Unchain des Pays-Bas, sur lequel nous avons développé un produit pour les douanes en Europe, sur lequel du coup on a été vainqueur de ce challenge. Et maintenant, donc, comme Hamza a expliqué, on est dans une démarche d'évangélisation au niveau des patrons des entreprises, des industries, pour qu'à un moment donné, quand ça sera bien compris, on est vraiment dans une démarche embryonnaire, qui ça descende au niveau des opérations pour qu'on ait des applications très concrètes sur l'industrie. Et dernière question, donc maintenant plutôt liée au territoire. Pourquoi la Part-Dieu ? Tout simplement. Donc le groupe Amaris, ce qu'il faut savoir, on est le groupe de conseil en technologie et en management qui a connu la plus forte croissance depuis 2007. Donc cela fait un peu plus de 40% de croissance à l'année, de la croissance organique. Qui dit croissance organique, ça veut dire énormément de recrutement. Donc j'ai 2 raisons principales pour lesquelles nous sommes à la Part-Dieu. La première, c'est la notion d'accessibilité. L'année dernière, nous avons recruté 150 personnes. Pour recruter 150 personnes, ça veut dire qu'on a bien vu environ 3000 personnes en entretien dans nos locaux. Donc pour que ces gens viennent chez nous, c'est essentiel que le réseau urbain de transport soit de qualité. Donc ça, c'est la première des choses. Ça nous a permis également, ce réseau urbain et d'accessibilité par la gare ou par l'aéroport également, d'être un centre clé du groupe Amaris, puisque nous sommes dans 60 pays aujourd'hui. Et Lyon, grâce à cette présence à la Part-Dieu, est devenue une centrale du groupe pour toutes les formations. Donc ça veut dire que tous les mois, nous avons des managers, des directeurs des 4 coins de la planète qui viennent à Lyon pour avoir des formations dans nos locaux. Et c'est grâce à la proximité avec la gare et l'aéroport aussi que ça nous a permis. Et puis il y a la question de la qualité de vie de nos salariés. Ça ne sert à rien de recruter tout ce monde-là s'ils ne restent pas chez nous. Sur les 350 salariés que nous avons, il y en a bien 150 qui sont à la Part-Dieu. Les 200 autres sont sur des projets directement chez nos clients. Mais ces 150 salariés, ils ont un cadre de vie qui est exceptionnel d'un point de vue accessibilité au commerce, accessibilité à la restauration, les infrastructures hôtelières. Donc nous, on est très contents. On s'est posé la question récemment de partir. C'était il y a 2 ans quand on a commencé à travailler sur un projet immobilier de plus d'ampleur.
Donc finalement, on a fait le rachat du Raphaël, qui est un bâtiment dans la part 2 des 6 étages. On est resté, donc on ne va pas partir, ce qui va rajouter quelques milliers de mètres carrés pour la société au cœur de Lyon. Merci beaucoup. Deuxième table ronde. Est-ce que vous avez des questions ? On vous propose de faire les questions-réponses tout de suite autour du thème de la blockchain, autour de l'expérience d'Amaris aussi, sur cette dimension justement que vous évoquiez, sur la vision un peu écosystème, le partage, l'évangélisation en fait que vous amenez dans les clients, chez vos clients, pardon. Est-ce qu'il y a des questions justement ? Quelqu'un veut-il se lancer ? Tout le monde maîtrise le blockchain sur le bout des doigts, j'ai l'impression, ce matin. Pas de questions ? Monsieur ? Non, c'était limpide. Ah, si. Bonjour, quel est le lien que vous faites et comment vous abordez le sujet data integrity associé à la blockchain ? C'est une très bonne question, puisque nous avons aperçu, quand j'ai expliqué que notre démarche blockchain n'avait pas été un grand succès au démarrage, c'est parce que nous avions beaucoup de clients qui nous demandaient d'implémenter la blockchain et également sur de l'intelligence artificielle pour la gestion de la data. Sauf quand on arrivait chez le client, il y avait toute une notion de data qui n'était pas maîtrisée. Donc on a également en parallèle une offre de data intégration sur laquelle on vient travailler d'abord sur la maîtrise de la data avant de proposer la démarche blockchain ou intelligence artificielle quand il s'agit de machine learning, par exemple faire la maintenance prédictive, ce type de choses. Donc la data intégration pour moi c'est un point essentiel. Si la société n'a pas sa data qui est maîtrisée, c'est très difficile d'avancer vers ces technologies-là. Ça répond à votre question ? Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Kay, merci Hamza. Nous appelons donc Thierry de Nourdin d'Alcadia et Cyril Arnaudot du CNES. C'est moi qui interviewe ce coup-ci. On s'amuse un peu. Très bien, ravi de vous avoir sur cette table ronde. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous. Thierry Nourdin, je suis président de la société Alcadia, une société qui a une vingtaine d'années d'existence. On intervient, on accompagne des industriels qui font des investissements importants. Donc, on va parler plus particulièrement du CNES là, mais ça pourrait être des centrales nucléaires, ça pourrait être d'autres grands acteurs de l'industrie. Et donc, je suis accompagné de... Bonjour, Cyril Arnaudot. Alors, je ne travaille pas pour le CNES, je travaille au CNES. Je suis responsable d'affaires, donc ce qu'on pourrait appeler peut-être business manager de la partie spatiale pour Alcadia. Et j'interviens également en tant qu'ingénieur auprès du CNES, donc le Centre national d'études spatiales. Très bien. Gardez le micro, parce que la première question est pour vous, Cyril. Sur une installation justement d'un centre spatial comme celui du CNES, les problématiques industrielles aujourd'hui, quelles sont-elles en fait ? Bon, les problématiques actuelles sur le centre spatial guyanais, elles sont d'adapter des installations qui sont relativement anciennes, qui datent des années 60 et qui ont besoin d'être maintenues en condition et adaptées aux nouveaux challenges de l'avenir, enfin qui arrivent, et également aux nouveaux lanceurs, aux nouveaux véhicules spatiaux qu'on est en train de développer. Donc comme Ariane 6, peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. Et donc ces nouveaux véhicules qu'on est en train de développer, que le CNES avec les industriels comme Ariane Group et l'Agence spatiale européenne sont en train de développer, ils ont besoin de nouvelles installations. Ils ont également besoin de récupérer certaines installations qui ont été construites dans les années 80 pour le précédent véhicule qui s'appelle Ariane 5. Et donc notre intervention, elle est sur justement accompagner en partie en tout cas le CNES sur la modernisation des installations anciennes qui vont être récupérées dans le cadre des futurs projets, éventuellement le démantèlement des anciennes installations qui vont être on va dire mis au but, et le développement des nouvelles installations, donc du nouveau pas de tir, des nouvelles unités de production. D'accord. Donc si j'entends, derrière une problématique autour de la complexité finalement de ce renouvellement, d'une vision un peu différente.
Oui, alors les projets spatiaux en Europe, en tout cas, sont des projets qui font intervenir un grand nombre d'entreprises et notamment un grand nombre de pays. Sur le projet Ariane 6, par exemple, il y a à peu près 13 pays qui sont représentés dans l'Union européenne, ce qui représente environ 600 entreprises, dont 350 PME. Voilà. D'accord. Donc derrière tout ça, on a chaque société traite un système à son échelle, et donc le système global qui est un système de lancement, ce qu'on appelle un système de lancement, donc la base de lancement, le véhicule et les infrastructures nécessaires à la production, au suivi en vol, etc. Tout ça, c'est un système complexe, composé de sous-systèmes eux-mêmes relativement complexes, même si on arrive à l'échelle d'un bâtiment. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui explique finalement par rapport à ce contexte-là le rapprochement et le partenariat avec Alcadia ? Donc, comme le disait Thierry, Alcadia est une société qui a une 20aine d'années, qui a été fondée notamment par un ancien agent du CNES. Donc, les compétences originelles de la société sont relativement tournées autour du nucléaire et du spatial. Et dans le spatial en particulier, la société est intervenue sur le développement, la mise en service, en passant par les essais et le support en exploitation d'une bonne partie des installations, notamment les installations sol en exploitation sur le centre spatial guyanais. Et on a aussi, donc on parle de la société, mais on a aussi des collaborateurs qui sont présents dans la société depuis un certain nombre d'années et qui ont acquis des compétences et une expérience notable sur la connaissance de ces moyens d'essai, de ces moyens de lancement. Voilà. D'accord. Donc quelque part l'expertise, la connaissance finalement de l'univers que représente le CNES et cette zone-là était importante finalement dans le partenariat. Oui, elle est très importante. On est une petite société, donc on est une petite structure. On a un relationnel avec nos clients qui est assez proche. On a de bonnes relations. On travaille avec eux. Moi, en tant que manager, je bosse aussi. Je travaille aussi en tant qu'ingénieur auprès des équipes. Donc sur des projets techniques, c'est ce qui nous permet aussi d'avoir un relationnel plus proche avec nos clients et de connaître aussi le sujet d'une intervention quand on envoie une équipe travailler sur un banc d'essai des moteurs à poudre par exemple, ou sur le pas de tir en cours de développement Ariane 6. C'est des métiers qu'on connaît et qu'on maîtrise en interne, autant au niveau équipe qu'au niveau management. Très bien, merci. Pour compléter, au niveau du centre de Guyane, Thierry, on parle justement de la connaissance de cet univers-là, mais il y a aussi la connaissance de l'ingénierie des systèmes complexes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en gros ce qu'il y a derrière ce terme-là, qui en soi est déjà assez complexe? Oui, en simplifiant. C'est ce que je disais en intro, c'est-à-dire que nous, on adore les clients qui font des investissements structurants au niveau national, qui sont sur des projets d'investissement avec des PLM. On peut parler dans le cadre de la transition énergétique, c'est de la reprise complète. Je prends quelques briques. Le smart grid, ça va être les moyens de production d'électricité dans les centrales nucléaires. Le PLM du nucléaire, c'est 100 ans. C'est pareil, c'est très contraint d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue technique, en termes d'outils. C'est un parallèle direct avec le CNES. Un développement sur un projet, les études sur le CNES, on part sur un cycle, ils bossent très très vite, mais ils vont mettre 20 ans à développer un nouveau produit. Les centrales nucléaires, c'est la même chose. Et donc c'est cette approche à laquelle il faut rajouter le fait que quasiment à chaque fois, on part sur du prototypage. Un nouveau moyen, un nouveau pas de tir, il n'existe pas, il est unique. Une centrale nucléaire, c'est un nouveau modèle, c'est unique. Et il y a de la complexité métier, puisque le moindre système, la moindre fonction, elle va faire appel à peu près à tous les domaines techniques. D'où le nom ingénierie de système complexe, qui est transverse à tous ces acteurs. D'accord. Et finalement, le CNES ou sur le centre spatial de Guyane ont eu besoin de vous. Et qu'est-ce que vous avez apporté finalement de différenciant, de spécifique, qui leur permet aujourd'hui de traiter cette complexité au niveau d'Alcadia? Au niveau d'Alcadia, moi je peux faire le parallèle entre les centrales nucléaires ou l'approche au CNES, c'est la connaissance des contraintes de l'exploitant, c'est la connaissance des contraintes de design, d'accompagnement, la mise en place des programmes de maintenance. Toutes ces briques s'inscrivent dans le cycle du PLM, on les connaît,
tant pour les deux exemples que j'ai retenus, la brique centrale nucléaire que la brique CNES, avec l'agilité et la taille de notre société. Nous avons une grande profondeur technique, nous sommes une société de 130 personnes. On ne peut pas se positionner par rapport à des sociétés qui sont plutôt, si on comptabilise leur nombre de collaborateurs, avec des unités x 10 000, qui sont nos concurrents, mais qui sont aussi nos partenaires parfois. Voilà, nous, ce qu'on apporte, c'est cette connaissance des attentes du client, des contraintes réglementaires et une profondeur technique avec l'agilité liée à notre taille. Très bien. Sur cette valeur ajoutée et sur les résultats finalement d'un partenariat, est-ce qu'aujourd'hui c'est des résultats que vous pouvez mesurer, enfin, les retours que vous avez du CNES par rapport à ça, c'est je peux laisser Cyril donner l'exemple par rapport à un exemple qu'on avait travaillé. Exact. Donc les résultats sont à notre échelle. On est une petite structure, on intervient sur des thématiques très spécifiques avec des équipes très petites. Donc on n'a pas un impact visible au niveau du centre spatial guyanais, mais notre impact au niveau du client et au niveau de nos activités, c'est souvent une bonne réactivité, donc une façon de prendre en compte la problématique du client, d'être assez réactif. Et de par nos compétences dans le groupe global du spatial, donc on est une trentaine de personnes, d'avoir un support en base arrière, ce qu'on appelle la base arrière, donc les personnes qui travaillent notamment pour le CNES, mais pour aussi d'autres industriels en métropole, d'avoir cette base arrière et cette compétence qui permet d'accompagner et en cas de problématique, de problème ou en cas d'aléa sur une campagne d'essai par exemple, de pouvoir accompagner le client et fournir une compétence d'expert en plus de la personne qui va peut-être travailler sur un bord d'essai de moteur à poudre par exemple. D'accord. Donc vous parliez un peu d'agilité, enfin vous parliez d'agilité tout à l'heure, c'est ce que j'entends derrière cet exemple. Thierry, vous vouliez rajouter ? Oui, pour compléter après, il y a quelques projets sur lesquels il y a eu évidemment des succès. C'était lié directement à l'implication de nos équipes. Mener à son terme ce type d'études, en général, c'est jamais une trajectoire rectiligne. Il y a des aléas, ça se saurait. On peut parler de l'EPR à Flamanville qui a pris un peu de retard, pas tant que ça. Enfin, il a pris beaucoup de retard. Et donc, typiquement, par rapport à ce genre de jouet technologique, au fur et à mesure que les contraintes arrivent, il faut être à même d'apporter aussi des solutions clients, ce que font nos collaborateurs. Très bien. Et la dernière question, justement, par rapport à la Part-Dieu, par rapport à Lyon, quel intérêt pour vous et qu'est-ce que ça représente justement pour Alcadia ? Alors, par rapport à nos typologies de clients, le fait d'être situé à Lyon, alors sachant que nous, en plus, nous sommes directement nous sommes rue Garibaldi, donc nous sommes vraiment pile sur le secteur. Voilà. L'intérêt, c'est qu'on a nos principaux clients qui sont à proximité. En termes de mobilité, on intervient pour l'ESA, par exemple, il faut se projeter en Europe. C'est facile, on a ce qu'il faut à côté, je présente peut-être la mauvaise direction, on a l'aéro qui est juste à côté. Après, on vend de la matière grise, on a une très grande majorité d'ingénieurs, on a à peu près 95% d'ingénieurs grandes écoles qui constituent l'équipe de la société. Bien évidemment, Lyon, on retrouve à peu près toutes les formations, ça pour nous c'est précieux. Le fait après, on parlait de la plateforme, du back-office, des plateaux qu'on a sur place, les gens d'un point de vue perso ont aussi une qualité de vie qui est autre que celle du Parisien. Je viens de Paris, donc je peux en parler, mais voilà, il y a un décalage qui est assez notable. Voilà, tout ça constitue autant d'atouts qui sont précieux. Très bien. Je vous remercie beaucoup. On peut les applaudir. Je vous propose, si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations ou si vous avez des questions autour de cette expérience au Centre spatial de Guyane ou de la société Alcadia, y a-t-il des questions ? Je vous sens tous inspirés. Ah si. Bonjour, Bruno Lapéry du groupe Aegis Ingénierie. Ça vient d'où les deux jambes de la société, nucléaire et spatiale ? C'est l'histoire des fondateurs, c'est pourquoi pas 3, pourquoi pas 4 ? Je sais pas. Alors là, déjà, on a fait un zoom sur... mécaniquement, 2 pieds, c'est bien, mais il faut un système qui est équilibré. 3, c'est beaucoup mieux. Donc oui, effectivement, il y a une histoire au niveau de l'entreprise. Les 2 créateurs, à l'origine, sont des anciens qui ont participé au démarrage des centrales nucléaires.
Par ailleurs, il y a une personne, un des deux qui est passé au CNES, donc ceci explique cela. Après, on a d'autres activités sur des secteurs, mais on n'a pas zoomé parce que c'était pas en lien avec l'objet même de notre échange, à savoir la transformation de l'industrie en 4.0, parce que ce qu'on vient d'évoquer là, ils sont tous en train d'y partir avec des moyens différents, mais ils y partent tous. Ensuite, on a effectivement d'autres secteurs qui vont être sur des sites Céveso. On va intervenir sur Aéroport de Paris. Thierry, merci. Renaud, merci. On peut encore les applaudir. Je vous propose de continuer notre petite balade autour de l'ingénierie, autour de la Pardieu, avec Algo Secure et Arkema. Donc, bonjour Hicham, bonjour Vincent. Bonjour. On vous laisse vous présenter en quelques secondes. Alors, Hicham Benassine, je suis le dirigeant fondateur de la société Algo Secure. La société Algo Secure, c'est une société spécialiste en cybersécurité. Notre objectif premier, c'est d'apporter la confiance à son système d'information. On intervient essentiellement via 2 volets. Premier volet, tout ce qui a trait à l'évaluation. Donc, l'idée de faire des tests d'intrusion pour justement mettre en évidence les failles et surtout proposer des solutions pour la partie remédiation. Ça, c'est le premier métier. Le deuxième métier, qui est l'inverse de l'évaluation, c'est le côté défensif. On intervient pour du conseil, tout ce qui est comment sécuriser son système d'information. Bonjour, Vincent Gaillot, je suis dans l'équipe sécurité informatique d'Arkema depuis une dizaine d'années maintenant. Voilà, donc j'essaie de contribuer à la protection du métier, du business et des enjeux business d'Arkema. Très bien. Vincent, j'ai une première question pour vous. Lorsqu'on parle d'industrie 4.0, on parle beaucoup des avantages du numérique pour améliorer la compétitivité des process industriels au sens large du terme. Pour vous, quelle est aussi la vulnérabilité, justement, quelle est la problématique qui est engendrée par tout ce qui gravite autour du 4.0 du numérique? Eh bien, c'est vrai que chez Arkema, on a été confronté à une croissance de besoin de se connecter, de se relier à Internet avec des services cloud, avec des interactions avec nos fournisseurs, nos clients. On a aussi besoin de fournir des services à nos collaborateurs, services de mobilité, de télétravail, de nomadisme. Et pour faire ça, effectivement, il faut se connecter au monde extérieur. Nous, on l'a fait au travers d'une zone dédiée à des échanges vers l'extérieur. On peut appeler ça un SaaS. Et l'enjeu pour nous, c'est de vérifier que ce SaaS ne permet d'entrer et sortir que des services ou des personnes qui sont habilitées à le faire. Donc voilà, de la même manière qu'on peut laisser rentrer des personnes autorisées, et on pourrait aussi laisser rentrer des personnes non autorisées si les systèmes qu'on a mis en place ne sont pas suffisamment sécurisés. On a vu récemment des problèmes de ransomware qui se sont infiltrés dans des entreprises qui avaient des portes un peu trop ouvertes sur Internet. Et voilà, donc l'enjeu pour nous, c'est de tirer parti de ces expériences désagréables, voire graves même dans certains cas, pour garantir que le business d'Arkema va perdurer. Et encore plus dans le secteur que vous représentez, la chimie, je suppose que ça nécessite d'être davantage protégé, de se prémunir davantage contre ces risques. Oui, parce que c'est vrai que par exemple, on a nos usines, et sur ces usines interviennent des personnes en interne et aussi des personnes en externe. On fait appel à des prestations spécialisées, et donc il faut pouvoir donner accès à ces personnes de manière sécurisée. Et si on faisait face à des personnes malveillantes qui arrivaient sur le réseau des usines et qui parvenaient à exécuter du code malveillant, à mettre en panne certains systèmes, on pourrait avoir déjà une panne de la production, et plus grave, on pourrait aussi avoir des incidents de personnes, et c'est ce que nous souhaitons bien sûr éviter chez Arkema. Et qu'est-ce qui vous a conduit justement à vous rapprocher d'Algo Secure plutôt qu'une autre entreprise ? Eh bien, au départ, on avait déjà 2 critères de sélection. Un critère, on souhaitait que l'entreprise qui allait intervenir soit référencée auprès de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc, on avait vu une liste de prestataires qualifiés par l'ANSSI. On a trouvé Algo Secure qui est en phase de certification, mais pour nous, le chemin mènera au succès sans doute. Donc voilà, c'était un premier critère parce qu'on n'a pas l'expérience des audits. Donc voilà, on s'est appuyé sur l'ANSSI. Le deuxième critère, on voulait aussi une société qui ait des effectifs à Lyon, puisque maintenant on se met à consommer localement, ça marche pour les pommes et les salades. On s'est dit, essayons de le faire en sécurité informatique.
Et voilà, donc c'était nos c'était nos premiers critères. Au-delà de ça, on a quand même on sait que chez Arkema, on a une certaine connaissance de la sécurité informatique, mais on n'a pas l'expertise qu'ont les sociétés de sécurité informatique, ni qu'ont les pirates informatiques qui essayent d'attaquer au quotidien. Donc, on a pris le parti de choisir des personnes dont le métier au quotidien est de se tenir à jour sur les nouvelles attaques, d'être capable d'en faire eux-mêmes de la même manière qu'un pirate pourrait le faire chez nous. Très bien. Et Hicham, j'ai une petite question pour vous concernant justement votre offre de service cybersécurité. Est-ce que vous pouvez préciser un peu le contenu de cette offre ? Alors comme je disais précédemment, on intervient donc via 2 volets. Le premier volet, c'est tout ce qui est relatif aux audits et aux tests d'intrusion. Donc l'idée, c'est de vraiment mettre en évidence s'il y a des failles et surtout proposer des alternatives pour remédier aux failles. Et on essaye aussi d'avoir une approche pour démystifier en fait la cybersécurité. En fait, c'est pas comme dans les experts sur TF1. Hein, c'est beaucoup. Il y a des approches un peu plus pragmatiques et on essaye d'avoir une approche carrée, pragmatique et avec des bonnes méthodologie, un bon guide d'hygiène de sécurité, on arrive à atteindre un niveau de sécurité acceptable et même très bien. Donc ça, c'est le volet évaluation. Et le deuxième, c'est le conseil. Et ça va des missions aussi bien de la sensibilisation aux bonnes pratiques SSI, à l'investigation numérique quand il y a un incident, comment remonter la pelote et mettre un rapport qui soit recevable dans un contexte judiciaire. Très bien. Et quel est selon vous justement votre facteur différenciant ? Je pense le premier, c'est effectivement notre taille. On est une structure à taille humaine, donc là il y a la réactivité. Donc on n'est que 17 personnes, et sur les 17 personnes, aujourd'hui, rien que la semaine dernière, l'ANRT, l'Agence nationale de la recherche et télécom, a validé notre deuxième thésard. Là c'est une thésarde, et donc on a 2 chercheurs sur 17 personnes. Donc l'innovation aussi est un point très important au sein d'AlgoSecure. Donc là, notre approche pragmatique et l'innovation, je pense que ce sont des facteurs très différenciants. Et thésarde qui est également local oui. Non, on a un premier effectivement thésard qui est en partenariat avec l'INSA de Lyon. Donc là, il fait sa thèse. Et le deuxième, ça sera avec l'université de Grenoble. Donc aussi avec des universités locales. Très bien. Pour finir, j'aurais une dernière question. Donc Hicham, toujours la même. Quel est l'intérêt pour vous d'être implanté sur le territoire de la Pardieu ? Alors, nous, on est une petite équipe et puis on vient, en fait, nous, déjà être localisé à Lyon, c'était un point important. Moi-même, je suis né à l'Hôtel Dieu. Maintenant, c'est devenu un centre commercial, mais à l'époque, c'était une maternité. Donc, c'était important d'être présent plutôt à Lyon. Et puis, la Pardieu, c'est, comme disait la Société Amaury, c'est déjà l'accessibilité. On a des personnes qui viennent de l'Ain ou de la Tour du Pin, etc., qui prennent le train, ils prennent le métro, etc. Donc ça, c'est un point très très important. On est sur le boulevard Vivier-Merle, on est juste à côté de plusieurs de nos clients aussi. On fait partie du club Pardieu, donc c'est un vivier aussi économique très intéressant d'être aussi à la Pardieu. Et puis tout ce qui est en termes de services aussi, entre la partie restauration, etc. Donc on peut assez facilement trouver où se restaurer. Très bien. Je vous remercie tous les deux pour cette intervention. Est-ce que vous auriez quelques questions justement ? Bonjour, j'aime bien les pommes et les salades, c'est très bien ça. Vous avez partiellement répondu à ma question, mais je vais quand même la reposer sur la différenciation par rapport à des grands acteurs comme Accenture par exemple. Donc il y a l'ANSSI, il y a effectivement les accréditations, mais on voit quand même des grands de l'informatique se positionner sur ce créneau également. Donc j'ai compris que l'agilité et la proximité faisaient votre différence. La R&D, est-ce que ces grands sont aussi certains de vos clients ? C'est-à-dire, est-ce que vous faites par exemple en sous-traitance du développement pour des grands comme Accenture ou autres, ou est-ce que vous êtes vraiment compétiteur ? On est
on est essentiellement compétiteurs, mais ça arrive de travailler en partenariat. En fait, les grands, ils ont effectivement plusieurs milliers de salariés, etc. Et donc, ils ont des contextes et une présence au sein de clientèle qui peut nous intéresser. Alors, nous, on n'a pas la force de frappe commerciale de ces grands-là, donc on peut intervenir en collaboration, mais aussi on est en concurrent. En fait, on est 17, mais in fine, par rapport à des cabinets comme, je sais pas, Airbus, qui a une entité cybersécurité, ou d'autres, on est même parfois plus grand qu'eux, en fait, in fine. Ils sont peut-être un grand groupe, mais sur la cybersécurité, je suis pas sûr que, voilà, on peut pas, même si on est 17, un cabinet de conseil en cybersécurité, c'est pas un petit cabinet, c'est un cabinet de taille, on va dire, modeste. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bon, on va aller vous applaudir et puis on vous remercie. Eh bien, merci beaucoup. Donc, après la cybersécurité, on vous propose de passer à un autre environnement qui est le prototypage virtuel. Pardon. Donc, j'appelle Marc et Jean-Marie. Messieurs, bonjour. Très bien. Je vous laisse vous présenter dans un premier temps. Bonjour, donc je suis Jean-Marie Ami, je travaille chez Framatome et je suis au sein de la direction technique et ingénierie de cette grande maison. Et moi je suis en charge du développement des réacteurs du futur, puisque même si on est sur une activité très traditionnelle et à cycle long, eh bien, il faut préparer l'avenir. Et je pilote les équipes de R&D et d'ingénierie qui s'occupent de ce qu'on appelle les réacteurs de 4e génération. Bonjour à tous, Marc Rousset, donc société ESI. Donc je m'occupe du développement de nos activités sur le secteur énergie. Donc nos grands clients, vous imaginez, en particulier Framatome, sur le territoire national. Pour faire court, ESI est essentiellement un éditeur logiciel qui offre une solution globale. C'est 1200 personnes au niveau mondial. C'est un chiffre d'affaires de l'ordre de 140 millions d'euros. Une société très internationale avec des centres de développement répartis au niveau mondial et en particulier sur Lyon, donc son centre de développement et d'accompagnement sur le secteur énergie et singulièrement sur le secteur électronucléaire. Très bien. Jean-Marie, première question. Aujourd'hui, les enjeux, les problématiques qui sont les vôtres autour justement de cette transformation industrielle, cette transformation digitale 4.0 et tout ça. Quelles sont-elles pour Framatome ? Alors c'est un grand mouvement, la digitalisation, la transformation digitale au sein de Framatome, sur tous les métiers. Et en particulier dans l'ingénierie, donc depuis longtemps on fait de la simulation numérique complexe et là l'exemple d'aujourd'hui c'est l'introduction de la réalité virtuelle dans les processus de conception de nos systèmes complexes. Et c'est le sujet dont on parle aujourd'hui. Et on a démarré cette expérience en 2015 et aujourd'hui on est pleinement opérationnel et on a eu le label Vitrine Industrie du Futur fin 2016 pour cette initiative de l'usage de la réalité virtuelle dans nos activités de conception et d'ingénierie. Et par rapport à l'amont, enfin je reviens sur cette question-là, la réalité virtuelle qui est l'objet finalement, l'objet aussi de votre label. La problématique qui était posée au départ pour aller chercher cette solution, quelle était-elle ? Alors très clairement, dans mon scope en particulier, quand on dessine les réacteurs du futur, ils n'existent pas. Oui. Et, en fait, on est sur des usines complexes. On a des millions de composants, de circuits, de locaux, alors des centaines de locaux. Et donc, pour faire de la conception et visualiser les systèmes, c'est très compliqué à partir de plans, même à partir de CAO. Et donc, il y a un vrai gain, et vous pouvez d'ailleurs en profiter, puisque sur le stand du Grand Lyon, juste à côté, vous pouvez faire une visite virtuelle d'un réacteur nucléaire qui n'existe pas encore, qui s'appelle le prototype Astrid. Et donc, vous immergez dans l'installation, dans les systèmes, dans les locaux. Et clairement, en fait, les usages pour nous, c'est déjà dans des étapes de conception, favoriser un dialogue extrêmement direct entre les métiers. Tout le monde se comprend, tout le monde voit la même image.
et ça va très très vite. Et puis on peut faire évidemment des améliorations de conception sur des accessibilités, des problématiques de montage de systèmes. Et on sait que les chantiers font le coût de nos installations, et donc si on peut améliorer le montage, anticiper même la maintenance aussi plus tard. Et puis vis-à-vis des clients, c'est immédiat, en 15 minutes avec des lunettes 3D sur le nez, et ben on voit le résultat, on voit où on en est, on partage des solutions, et c'est extrêmement performant en termes de transmission justement de toutes ces données techniques, sans avoir à lire des notes d'ingénierie de milliers de pages ou de déployer des centaines de plans. D'accord. Et ça, c'est vraiment opérationnel chez nous aujourd'hui. Vraiment un souci d'agilité finalement entre les équipes, de désilotage peut-être entre les métiers, de visibilité globale, je dirais, sans réaliser, sans produire, quoi. Tout à fait. Très bien. Qu'est-ce qui vous a conduit finalement, d'une part, à aller chercher des partenaires, enfin des sous-traitants dans un premier temps, et puis devenir partenaire après dans l'échange, puisque vous avez justement mené beaucoup de choses ensemble. Donc, qu'est-ce qui vous a conduit justement à ce rapprochement avec le groupe ESI? Alors déjà, ESI est un partenaire de longue date de Framatome, mais clairement, quand on a démarré cette réflexion, je dirais en 2013-2014, on a vraiment regardé ce qui existait. Et très rapidement on a repéré les solutions ESI, parce que nous on a des exigences extrêmement fortes en termes de modèles CAO 3D monstrueux à afficher, beaucoup d'objets à gérer. Donc il faut une fluidité dans l'immersion en réalité virtuelle, il faut une opérabilité sur le plan industriel, et clairement ça a été une excellente surprise dans ce benchmark qu'on a fait, c'est de tomber finalement et de trouver la solution chez ESI, qui se trouvait être un partenaire de longue date, et ensuite en proximité géographique, mais ça a été le bonus sur le bonus. Mais au départ, c'est une vraie solution industrielle, opérationnelle qu'on a recherchée et qu'on a trouvée chez ESI. Eh ben Marc, en quoi justement, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Quelle était la valeur ajoutée sur cet univers-là? Alors peut-être globalement dans l'industrie 4.0 et rentrer sur la dimension prototypage que vous avez apporté à Framatome. Oui, ce que je disais en introduction, donc en tant qu'éditeur de longue date, j'ai envie de dire, on offre aujourd'hui une plateforme complète stickée PPL, Product Performance Lifecycle, et on s'intéresse effectivement aux produits depuis le début jusqu'à son retrait du marché. Donc ça se traduit très concrètement par une partie de la proposition aujourd'hui qui touche le prototypage virtuel. Alors chez Framatome, singulièrement, on va appeler ça des calculs de sûreté, parce que sur la preuve de sûreté d'un équipement nucléaire, par définition, sur un équipement qu'on ne peut pas tester, il faut faire du test virtuel. Et donc ça nous a occupé pendant très longtemps. Donc des solutions logicielles pour fabriquer et tester virtuellement des produits, et on comprend la valeur aujourd'hui de ces propositions. Quand il faut aller plus vite, il faut faire de l'innovation, il faut dérisquer très rapidement. Donc on amène de la compétitivité chez nos clients, et c'est ce qu'on a fait pendant très longtemps, effectivement, comme le mentionnait Jean-Marie chez Framatome. Donc ça permet de faire des bons produits, des produits bons du premier coup si possible, et d'accompagner vers la pré-certification de façon numérique. Mais ça ne suffit pas, parce qu'aujourd'hui il faut que le produit est en service, il est bardé de capteurs, d'IoT, des données, on en a parlé tout à l'heure. Et donc il faut aller coupler quelque part des modèles de données, des modèles issus des techniques d'intelligence artificielle de façon générale, qui ont des qualités mais des limites, parce qu'on peut simplement extraire des données, les connaissances qu'elles ont à un instant T, et c'est tout. Et quand on couple ça avec des modèles prédictifs de calcul numérique, qui eux ont la capacité à se projeter un peu dans le futur, on fabrique des technologies qu'on appelle des technologies des hybrides, des jumeaux numériques hybrides, et ESI a labellisé ça sous le terme Hybrid Twin, c'est un trademark ESI qui aujourd'hui est en train de se propager. Alors IC Aidoo, qui est le produit commercialisé par ESI pour la réalité virtuelle, et c'est intéressant ce qui est mentionné, puisque ESI a travaillé pendant 30 ans dans le secteur automobile, qui a été confronté très tôt à ces problèmes de compétitivité, d'efficacité, d'innovation, et donc eux n'ont pas eu le choix, ont eu besoin de se créer avec ces technologies-là. Et IC Aidoo, c'est intéressant, c'est un logiciel qui a été développé par l'industrie automobile allemande, qui ont très tôt compris qu'il fallait qu'ils intègrent le facteur humain, l'ingénierie, parce que les systèmes devenaient très complexes et il fallait faire du collaboratif. Et c'est effectivement ce qui a intéressé Framatome. C'est un logiciel aujourd'hui à utiliser directement. Mais ce qui est le plus intéressant dans cette affaire-là, je trouve, c'est que la collaboration, et on va parler de co-création entre Framatome et ESI,
aujourd'hui permettent d'injecter de la physique dans ces modèles IC Haydou. Et en particulier, si vous allez sur le stand de Framatome, donc avec des représentations, je dirais, des caractéristiques particulières des équipements nucléaires, en particulier tout ce qui touche la radioprotection, ces choses-là, qui sont au cœur des décisions. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut s'intéresser à de la conception, mais intégrer dès le début de la conception, j'ai envie de dire, des éléments qui sont des éléments de pilotage en service. Et ça, c'est extrêmement important, c'est extrêmement efficace. Donc voilà un petit peu l'environnement dans lequel on est gréé. Et autour de cette activité logicielle, donc on promeut une activité de service. On n'est pas une société de service au sens strict, mais on travaille en partenariat étroit avec nos clients pour mettre au point les nouvelles méthodologies, transférer ces technos-là, et donc être toujours, j'ai envie de dire, au plus près de l'innovation, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on nous demande. Et on aime bien se positionner comme catalyseur, finalement. On est catalyseur de l'industrie 4.0, très modestement. Et c'est ce qui a été fait, effectivement, ce qui est très bien illustré, je trouve, par la présentation Framatome. D'accord, donc dans la valeur ajoutée, il y a cette dimension un peu transsectorielle que vous avez pu amener, cette vision justement de solliciter votre client dans une démarche de partenariat pour travailler des sujets en commun, finalement, peut-être en amont, investir ensemble. Tout à fait. Il y a deux choses dans cette dimension-là. Il y a d'une part le know-how, le REX qu'on a nous en interne, qu'on a capitalisé, je dirais, qui vient du monde automobile, comme je disais tout à l'heure. Donc ça se traduit par des produits aujourd'hui, effectivement. Et après, effectivement, c'est de travailler de façon en mode collaboratif le plus tôt possible. Donc là, on n'est pas dans des produits, on a des projets, c'est autre chose, pour délivrer le plus de valeur possible, dans le moins de temps possible, j'ai envie de dire. Mais ça, on ne peut pas le faire tout seul. Ça veut dire que nous, on est obligé d'intégrer une dimension métier, on est obligé de s'intégrer dans le métier de nos clients, en particulier chez Framatome, de mieux comprendre comment ces sociétés fonctionnent, qu'est-ce que c'est qu'un réacteur, etc., etc. Et ça a demandé aussi pour Framatome, je crois, tu me continueras peut-être, mais de adresser aussi un petit peu notre métier pour effectivement qu'on arrive à trouver les moyens de converser. Et effectivement, en 2 ans, je trouve que les résultats sont plutôt très satisfaisants et utiles. Et surtout, c'est la valeur qui est délivrée, intrinsèquement, parce que c'est la seule chose utile. Si vous voulez compléter, Jean-Marie, justement sur l'intérêt de ce partenariat, ce qu'évoque Marc justement sur cet apport complémentaire au-delà de la technologie qui est disponible, on le voit un peu partout, c'est les mêmes, plus ou moins les mêmes outillages, les mêmes technos. S'il fallait compléter justement un peu votre vision de cet partenariat, cet intérêt pour vous. Alors déjà, oui, c'est des technos qu'on voit un peu partout, mais je voudrais juste insister sur un point, il y a quand même des facteurs de différenciation. Nous, je répète, on a des applications monstrueuses à gérer et c'est pas à la portée de tout le monde. Et puis effectivement, on a enrichi l'application je dirais des préoccupations métiers comme la radioprotection. Et donc sur des développements qu'on a fait en interne qui ensuite sont aujourd'hui affichables via en immersif. Et ça, c'est à la fois une innovation Framatome et tout un partenariat avec ESI, des ouvertures. On a beaucoup travaillé ensemble pour qu'au final on ait cette implémentation métier, cet ajout métier dans l'outil. Voilà. D'accord. Et la proximité et je dirais la bonne connaissance qu'on a mutuellement, le fait de travailler ensemble a été évidemment un plus. Voilà. Très bien. Merci. Marc, une question toujours autour de la métropole de Lyon, voilà, le stand, on est là pour cette promotion et faire justement au-delà de cette promotion la démonstration de notre intérêt très opérationnel à être dans ces univers-là. Un peu ton avis là-dessus. J'ai envie de dire, chez nous, peut-être ce qui est le plus important et qu'on pourrait mettre en haut de la pile, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, on recherche des talents. On a besoin de talents de tout premier plan. Et on ne peut pas attirer les talents si effectivement on n'est pas dans un environnement favorable. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et à ce titre-là, moi je suis assez marqué par les changements des jeunes ingénieurs chez nous. Tout le monde vient en vélo maintenant, ou quasiment. Donc il y a des mobilités qui changent, des pratiques qui changent. Et c'est quelque chose qui est offert aujourd'hui par l'environnement, et ça c'est extrêmement important. Puis après, évidemment, on ne peut pas travailler dans nos métiers. Framatome est basé sur Paris, etc., etc. Donc le TGV, nous sommes basés à La Part-Dieu, donc un quart d'heure de la ligne TGV. Et finalement, ça devient presque un super métro, si je caricature un tout petit peu, pour ce type de déplacement-là. Voilà, c'est donc les deux points importants, l'attractivité pour recruter des talents, et ça c'est un différentiel important. Et puis ensuite, effectivement, les aspects la mobilité transnationale.
Très bien. Je vous remercie. Avant de vous laisser vous rasseoir, y a-t-il des questions justement sur ce partenariat autour du prototypage virtuel? Non, bah, ça devait être très limpide, messieurs. Ah, quand même, merci. Merci. Votre démarche s'inscrit comment dans le programme Switch, parce qu'il y a un intérêt évident par rapport à ce qu'a lancé EDF. Alors aujourd'hui il n'y a pas de connexion directe, mais évidemment donc Switch est sur le PLM donc du nucléaire. Là on est vraiment sur la partie amont, enfin la partie conception, la partie ingénierie, mais évidemment à un moment donné il faudra qu'on puisse via les expériences immersives avoir aussi un accès accéléré vers l'information, vers les arborescences produits, vers la structuration je dirais de toute la donnée métier. Donc ça c'est tout à fait envisageable, et on a beaucoup de nos collègues de Framatome et d'EDF, puisque maintenant on fait partie du groupe EDF, qui sont venus visiter le cave qui est situé donc dans le quartier de la Part-Dieu chez Framatome, qui est un des endroits les plus visités de Framatome, et pour justement se plonger et anticiper ces évolutions, voir finalement concrètement comment demain on va mixer tout ça et faciliter l'exécution de nos métiers d'ingénierie. Voilà, donc on est évidemment une des briques. On n'est pas en tête de gondole parce qu'il y a d'autres sujets plus profonds à faire, mais le sujet est présent. Et on voit bien l'intérêt aussi de ces outils-là, c'est que les usages se développent avec l'outil. On ne peut pas tout anticiper, il faut expérimenter, et c'est aussi ce que j'invite à faire auprès de tout le monde. Et du coup on accélère et on découvre des choses au fur et à mesure. Et on a eu la chance de pouvoir le faire. Et ça montre aussi que même si on est sur une activité qui peut être vue comme assez traditionnelle, c'est quand même, il y a des vraies révolutions aujourd'hui qui se passent en interne, y compris dans des grandes maisons comme nous. Voilà. Je ne parlerai pas du programme Switch, mais des produits comme ICI12 sont déployés au niveau international par des entreprises comme Boeing, donc avec une intégration extrêmement forte dans leur propre cycle PLM, j'ai envie de dire. Donc ça marche, ça fonctionne, il n'y a pas de question à se poser par rapport à ça. Donc les technologies sont opérationnelles aujourd'hui, et voilà. Ce qui est important, je dirais, c'est que le PLM est nécessaire, utile, il faut gérer les données en configuration, en répartie, etc., etc. Mais au-delà de ça, ce qui est de plus important, je dirais aujourd'hui, c'est au travers de ces outils-là qui sont en train de se développer très vite, dans lesquels on va injecter de la physique de plus en plus précise, parce qu'on sait aujourd'hui faire des calculs physiques en quasi-temps réel, j'ai envie de dire, les technologies existent et on s'est grillé avec ça. Ça veut dire qu'on va changer de paradigme, enfin, je veux dire, on va faire de l'ingénierie en manipulant de façon virtuelle les objets qu'on est en train de concevoir, et en les testant à terme, j'ai envie de dire, de façon complètement naturelle, complètement virtuelle. Parce que là, on voit un aspect un petit peu nice to have, j'ai envie de dire, c'est le côté un peu 3D, avatar, c'est joli, etc. etc. L'utilité, c'est quand même de prendre des décisions. Je suis très tôt dans mon cycle de conception, j'ai dessiné une conception donnée, c'est bien. Et puis je suis en train de designer un outillage pour intervenir sur mon système. Je peux le faire de façon traditionnelle, avec une spécification, etc. Puis aboutir à une solution qui peut coûter extrêmement cher et être contre-productive. Le fait de revenir effectivement à des fondamentaux d'ingénierie virtuelle partagés, collaboratifs, d'un seul coup, font tomber ces barrières-là. Et là, il y a des éléments de rupture, je dirais, d'un point de vue des organisations qui sont extrêmement importantes. On a un de nos grands clients au Japon qui s'appelle Honda, puisqu'on est présent chez tous les constructeurs automobiles, qui a complètement changé il y a une dizaine d'années son organisation, effectivement, qui est passée de mode silo à un mode centrique, effectivement, sur des modèles calcul de ce type-là. Voilà. Donc, c'était pour compléter la question. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Je me demandais comment vous aviez pu échanger de manière sécurisée les informations liées aux divers projets sur lesquels vous travaillez ensemble. Est-ce que vous êtes tout le temps chez Framatome ? Comment vous faites ? Alors, la cybersécurité fait partie des éléments de la génétique de ici aujourd'hui. Donc, pas le temps d'en parler, mais sur Lyon, notre centre de compétences, effectivement, concernant la sécurité donnée est basé sur Lyon. Donc, avec des produits, des technologies, vous connaissez sans doute peut-être. Voilà. Donc, ça fait partie, effectivement, aujourd'hui de la plateforme PPL de SI, et c'est intégré, je dirais, si nécessaire et utile au moment opportun.
Là, on a un contexte un petit peu différent, j'ai envie de dire, où il n'y a pas forcément les informations circulent, on sait les faire circuler de façon sécurisée, mais la proximité joue aussi. Je veux dire, on traverse la rue, voilà, donc c'est pas très compliqué. Mais vous avez raison, aujourd'hui, ça fait partie des éléments, parce que ouvrir ces technos-là, les répartir, les distribuer, etc., la dimension sécuritaire devient extrêmement importante. Donc c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé, on a intégré la compétence, et le centre de compétences est basé à Lyon. Il y a une vingtaine de personnes qui travaillent là-dessus aujourd'hui, sur des projets divers et variés, qui ont un certain degré de confidentialité, vous le comprendrez. Voilà. Bonjour. J'aurais une question concernant l'introduction de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée sur la maintenance des centrales nucléaires. Donc là aujourd'hui vous avez parlé des réacteurs de nouvelle génération Astrid, donc qui sont des réacteurs papier. Donc là où on a la facilité justement de mettre en place des systèmes de réalité virtuelle ou réalité augmentée. Mais aujourd'hui sur des problématiques de maintenance pour des centrales qui vont vivre encore 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train d'être mis en place chez Framatome pour essayer de transformer tous les plans, toutes les spécifications, toutes les notes en quelque chose de visuel? Tout à fait. Alors c'est déjà bien avancé. Donc il y a à la fois EDF qui est propriétaire de ces installations qui les digitalise. Et puis on peut aussi de manière plus ponctuelle faire ce qu'on appelle des scans 3D, des scans laser de l'existant. Donc ça c'est des prestations qui sont maintenant sur étagère. Et vous avez d'ailleurs un exemple sur le cave à côté de ce qu'on appelle les nuages de points dans lesquels on va naviguer et on va projeter des outillages, cette fois-ci CAO, enfin fait par CAO, et vérifier l'immersion de nos robots, nos outillages dans des scènes qui existent déjà. Donc ça c'est largement utilisé. Donc on a démarré effectivement par la conception des réacteurs du futur et ensuite on a déployer finalement cette culture de l'immersion en réalité virtuelle pour des usages pour la maintenance. Donc aujourd'hui c'est tout à fait opérationnel et utilisé. On a en particulier aussi des chantiers de démantèlement où là il n'y a même plus les plans, on a beaucoup, c'est des vieilles installations, donc il y a des problèmes de données techniques et là on a l'état finalement à date de l'installation, même si on avait les plans finalement ça servira à rien parce qu'ils sont obsolètes. Et donc là on fait là encore c'est du scan laser sur site et de la reconstitution de géométrie et de l'immersion de scénarios de démantèlement ou d'intervention. Et en ce moment même, donc EDF construit 2 réacteurs en Grande-Bretagne, donc Hinkley Point C. Les équipes viennent régulièrement à Lyon pour valider un certain nombre de solutions pendant le chantier. Et on a la maquette 3D de l'EPR Grande-Bretagne sur Lyon. Et on fait des séances de validation. Il y a eu une revue de projet la semaine dernière pour tout un tas de sujets d'aménagement et combinés aussi avec de la radioprotection. Ce qu'on voit aussi, ce qu'on a récemment implanté dans l'outil. Donc c'est opérationnel pour le futur, pour les réacteurs qu'on construit, pour ceux qu'on maintient et pour le démantèlement. Oui, je dirais la partie donnée pose pas de problème. Il y a des problèmes, des difficultés, j'ai envie de dire, mais voilà, il faut faire le travail et les technos sont là, sont disponibles. Après, c'est le cycle de vie, c'est-à-dire ce qui est important, c'est de pouvoir dès les étapes de conception d'une intervention sur site, par exemple, très tôt, on dématérialise effectivement l'intervention et on y injecte tous les ingrédients nécessaires à la prise de décision, à la préparer de façon très très opérationnelle. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça génère de la valeur immédiate, j'ai envie de dire, chez nos clients, en l'occurrence là chez Framatome, mais chez tous nos clients. Et cet aspect est extrêmement important, quoi. Je parlais de l'industrie automobile. Aujourd'hui, concevoir un moteur, on a tous ouvert notre capot, c'est devenu quelque chose d'extrêmement complexe. Donc il faut, dès le départ de la conception, savoir comment on va le monter, l'opérer, le maintenir. Et ces outils servent à ça. Très bien. Marc, Jean-Marie, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Et je vous invite, merci, après la conférence, à aller voir justement l'outillage qui est mis en expo ici sur le stand. Donc maintenant, dernière intervention. Donc avec Eric qui va prendre sa casquette. Ma deuxième casquette. D'Algoé. Voilà. Et puis Grégory, donc représentant d'Atos. Je vous laisse vous représenter. Donc bonjour à tous. Donc moi c'est Grégory Insardi. Donc je suis manager au sein de l'offre Industrie 4.0 chez Atos Consulting à Lyon. Donc Atos Consulting à Lyon, c'est environ 30 personnes. L'offre Industrie 4.0, donc c'est avant tout une démarche axée sur une démarche métier axée sur les hommes également.
on accompagne nos clients industriels dans la région dans la mise en place de démarches, par exemple, de digitalisation des lignes de production, de dématérialisation des instructions de travail. On travaille également avec des partenaires qui sont des éditeurs dans ces domaines. On est aussi adossé au groupe Atos, donc qui possède les compétences dans des technologies comme la virtualisation, comme la réalité augmentée, qui vont nous fournir aussi des compétences technologiques et en infrastructure dans le développement. Donc c'est vraiment voilà, une bonne cohésion. Et donc pour ma partie, je change de casquette. Donc je représente là Algoé en tant que directeur exécutif. Donc Algoé est un cabinet de conseil en management d'à peu près 200 personnes et on travaille sur tous les accompagnements autour de la transformation digitale et les facteurs de succès justement de ces derniers. Voilà. Très bien. Donc Algoé et Atos, vous avez développé un partenariat à destination des entreprises industrielles qui sont dans une démarche 4.0. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'origine de ce partenariat pour répondre à quelles problématiques? Donc oui, effectivement, on peut prendre un exemple de ce qu'on réalise actuellement avec Algoé, donc pour un client industriel qui est présent dans la région. En fait, c'est un client aujourd'hui qui se pose pas mal de questions sur la digitalisation, sur l'industrie 4.0, qui en entend beaucoup parler, mais qui ne sait pas exactement voilà, par quel bout commencer, comment mettre en place une démarche industrie 4.0. En fait, ils s'aperçoivent qu'il y a beaucoup de petits projets qui sont mis en place dans leur entreprise, mais qui sont parfois isolés. En fait, il y a beaucoup de petits de projets qui sont initiés par différentes directions, côté supply ou côté recherche et développement. Donc c'est vraiment des projets isolés. En fait, il n'y a pas de démarche commune, il n'y a pas réellement de vision d'entreprise sur la partie industrie 4.0. Et donc avec Algoé, on les accompagne sur la définition de cette démarche, en fait, de cette vision industrie 4.0, dans la définition de la roadmap digitale à avoir sur ces sujets. Donc l'objectif, oui, c'est vraiment de créer un sens commun, une stratégie digitale à l'échelle du groupe industriel que vous accompagnez. Maintenant, si on entre dans les détails, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu de quelle manière vous intervenez pour décliner cette offre digitale? Tout à fait. En fait, on a aujourd'hui des entreprises donc, qui rentrent ou qui se promènent justement dans des espaces ou dans des lieux comme on a aujourd'hui à Global Industry, avec beaucoup de solutions, avec beaucoup d'initiatives, avec beaucoup de briques disponibles et qui ont du mal justement à se repérer. Donc c'est ce qu'on disait. Donc nous, l'objectif de notre démarche commune, c'est en plusieurs étapes. La première, c'est de bien redéfinir avec ces dirigeants quelle est vraiment la vision digitale, qu'est-ce qu'on entend derrière le digital, et on l'entend souvent là dans les différentes références, c'est à quel usage on vise, quel est l'usage final. Après, l'outil viendra. Donc en fait, le travail qu'on opère avec eux dans un premier temps, c'est vraiment de travailler sur cette perspective, cette vision qu'ils peuvent avoir et les champs sur lesquels ils veulent aller travailler. À partir de là, on est justement avec Atos sur la dimension des champs des possibles. Donc c'est leur faire découvrir derrière ces segments qu'ils ont identifiés comme étant la piste digitale qu'ils veulent avoir, qu'est-ce qu'il existe, qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, où sont les pionniers, où sont ceux qui ont des technologies, quelles sont les offres sur le marché. Donc leur offrir finalement, au lieu de papillonner sans aucun doute à droite à gauche et d'essayer de capter et d'avoir des retours de droite de gauche, d'apporter un regard extérieur complet à 360 degrés sur tout ce qui peut se passer en fait dans l'univers. Et le dernier axe derrière, il est beaucoup plus opérationnel, c'est les aider justement dans la mise en œuvre de ce type de projet qui nécessite, surtout dans le monde industriel, une démarche qui ne soit pas une démarche lean comme on la connaît avec des stage and gate très traditionnels, mais rentrer dans des modèles beaucoup plus agiles, dans des modèles qui nécessitent des proof of concept ou des proof of value des différents projets, donc de rentrer dans des boucles et dans des scrums qui ne sont pas dans la culture initiale de ces entreprises-là. Donc il faut leur donner ces repères pour éviter finalement que des projets meurent à terme, puisque mal pilotés ou pas pilotés de la bonne manière par rapport à la dimension digitale. Et concernant donc les équipes d'Algoé, concrètement, qu'est-ce que ce partenariat avec Atos vous apporte
à la fois en termes d'offres de services, mais également en termes de management, en termes de façon de travailler avec d'autres cabinets qui ont des activités complémentaires. Voilà, donc c'est vrai que si on regarde les deux structures, on peut trouver beaucoup de similitudes par ailleurs. Par contre, c'est vrai qu'Algoé est un cabinet donc de 100 personnes, plutôt dans le conseil à management. C'est une boîte qui a 60 ans cette année, donc qui est un peu vieillissante. On n'est pas des digital natives, on va dire. Et donc ce qu'on a retrouvé dans nos échanges avec Atos quand on a commencé à travailler, c'est l'opportunité d'identifier les champs des possibles et de travailler vraiment la dimension technologique et de bien la comprendre. Avec un acteur qui en plus n'est pas uniquement un offreur de solutions, mais un acteur aussi qui fait des déploiements, qui fait qui fait de l'accompagnement au changement, mais vraiment de côté très très opérationnel. Donc déploie aujourd'hui ces solutions. Donc c'était important pour nous dans le partenariat avec un confrère et parfois concurrent, si on regarde un peu partout, de pouvoir travailler avec des personnes qui ont une dimension très très technologique et des use cases assez importants au vu de la taille que représente le groupe Atos. Et Grégory, donc j'aurais la même question pour vous au niveau d'Atos. Quelle valeur ajoutée tout simplement de ce partenariat avec Algoé? Donc je pense qu'Eric, effectivement, on a brièvement parlé, mais donc pour réussir effectivement une transformation digitale, on va agir sur 3 leviers. Donc il y a le premier levier, c'est le management, et ça comprend aussi les hommes. Et effectivement, Algoé possède une forte expertise sur ce domaine, et donc je pense que c'est ce pourquoi on est complémentaires. Il y a aussi l'axe plutôt processus, et donc Atos possède des expertises sur ces domaines, sur certains process, et notamment sur aussi la partie métier. On va avoir une bonne connaissance de certains process liés à la supply chain, à l'industrie, à la production. Et Algoé va être complémentaire sur ces sujets parce qu'ils vont nous apporter des connaissances plutôt sur la partie organisation, sur l'axe culturel des entreprises, sur l'axe humain. Et pour terminer, il y a l'axe effectivement technologique, et de par notre ADN Atos, donc on possède aussi donc ces compétences sur les parties technologie. Et donc une dernière question, là, plutôt liée justement au territoire, à la fois donc Algoé et Atos. Pourquoi avoir choisi Lyon depuis des années? Oui. Et quelle est la valeur ajoutée justement du territoire? Ouais. Bon, on va rajouter. On a parlé de l'attractivité, elle est réelle. Aujourd'hui, c'est une évidence. On sait que 80% des cadres parisiens veulent venir à Lyon, donc ou veulent quitter Paris, pardon. Donc hypothétiquement venir à Lyon, excusez-moi. Voilà. On a cette attractivité-là. On a aussi toute la dimension justement d'écosystème qui est intéressante. Et au-delà de l'écosystème, c'est aussi la dimension des partenariats qu'on peut avoir. En fait, notre relation avec Atos a démarré il y a à peu près 2 ans aujourd'hui autour d'une étude qu'on a menée avec le cluster avec Atos et Algoé autour des atouts de la région sur l'industrie du futur. Donc c'était les premiers jets un peu que la métropole et que la DERLI se posait autour de ces atouts locaux et régionaux. Et c'est vrai qu'on a vu, grâce à cette dimension écosystème, au fait que les gens aient envie de travailler ensemble, et ce qu'on voit justement dans les différents exemples, c'est que la capacité, l'envie de se poser les mêmes questions et de se dire que même si on est confrère ou concurrent, on a peut-être intérêt à y aller ensemble, et ça peut peut-être même plus intéresser notre client que d'y aller tout seul, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose qu'on retrouve à Lyon, qu'on retrouve à la Part-Dieu, c'est vrai, avec les différents lieux qui sont créés, et c'est vrai que cette dimension attractivité est très forte aussi. Merci pour l'intervention. Même question, donc est-ce que ces interventions ont suscité votre intérêt? Est-ce qu'il y a des questions particulières? Intérêt, oui, mais des questions particulières. Une question, oui, pour Eric. D'après vous, quels sont les verrous, les freins, j'ai envie de dire, pour l'adoption plus rapide de ce schéma de transformation digitale vers l'industrie 4.0? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus vite, plus fort? Quels sont les critères, les facteurs? C'est une bonne question, celle-là. Y a un des critères qui me vient en tête, qui est souvent assez simple, c'est l'alignement des directeurs. On se rend compte qu'aujourd'hui, les directeurs qu'on côtoie ont tous une vision. Donc vous avez dans un comité de direction le plus geek de tous qui veut pousser, qui a une idée, qui veut de la réalité virtuelle, qui veut de la réalité augmentée, qui veut avoir sa supply chain dématérialisée. Enfin, ils veulent tout ça. Donc
derrière, c'est d'expliquer finalement à l'ensemble des acteurs, s'il y en a un qui pousse, quelles sont les intentions, et d'aller chercher en fait cet usage-là. Donc, c'est de passer finalement d'une vision à la dimension très opérationnelle, et justement par les use cases, de démontrer que si on veut dématérialiser sa ligne son PLM, si on veut déployer un PLM, c'est bien d'en démontrer la pertinence et l'intérêt finalement de le faire pour la performance de l'entreprise. Donc il faut travailler finalement avec ces gens-là pour leur ouvrir un peu les chakras, et cet élément-là est vraiment clé. Après, il y a toute la dimension où il faut les aider à bien comprendre comment est-ce que se déroule un projet digital, et que ce n'est pas un projet de produit où on a une date de fin et on connaît l'ensemble des étapes. Et là, c'est vraiment une acculturation à des modèles agiles. Alors, ils le connaissent parfois puisqu'ils ont un peu de soft dans leurs outillages, donc ils savent qu'il y a des Scrum Masters, ils savent qu'il y a des outillages de ce type-là qui permettent de l'agilité, mais dans un projet global, ce sont des acteurs qui aujourd'hui veulent bien connaître les étapes et bien connaître le chemin pour aller à cette étape. Donc là, il faut leur apprendre l'effet tunnel. On a un livrable et vous faites confiance sur la capacité au chef de projet ou à l'équipe à qui vous avez donné ce sujet de fournir un livrable, ou si pas de fournir le livrable, de savoir à quel moment est-ce que ce livrable, la zone de risque d'atteindre ou pas ce livrable est prise. Et c'est vraiment une dimension d'acculturation. On avait fait l'étude, on avait identifié en gros sur toutes les entreprises qu'on a faites en 2010, qu'on a interviewées à l'époque en 2017, 10% il y avait des pionniers. Donc c'est tous ceux qui ont été labellisés, donc vous en faisiez partie au niveau de Framatome, donc des gens qui étaient passés très loin. Vous aviez des indécis pour à peu près, on va dire, c'était 50% d'indécis, donc ils ne savaient pas du tout où aller, et ils avaient une grosse peur de payer des outillages qui n'apporteraient aucun retour. Et vous aviez les convaincus, mais qui ne connaissaient pas le chemin pour y arriver. Voilà. Et en fait, c'est les indécis, c'est leur expliquer que c'est possible, donc tout ce qui est là, c'est vraiment des éléments clés. Les convaincus, c'est juste leur donner le meilleur moyen d'atteindre le processus, et surtout, ce qui est intéressant dans l'approche qu'on a ensemble, c'est qu'eux apportent les technologies et nous on apporte aussi sa culture finalement, on adapte l'outillage à la culture de l'entreprise. Vous avez des cultures qui sont silotées historiquement, et voilà, on ne va pas du jour au lendemain dire vous prenez Teams et puis vous allez faire ça. Voilà, donc il y a ces éléments-là. Donc il y a tout un travail, je dirais, d'acculturation, mais on a affaire à des gens qui très rapidement peuvent basculer. Voilà, c'est assez impressionnant. En 2, 3, 4 workshops, en expliquant un certain nombre de choses, mais en les alignant, c'est vrai qu'on peut aller assez vite, mais après ça va pas assez vite pour eux, parce qu'après on rentre dans un mode projet. Malgré tout, il faut délivrer, il faut quand même avoir du temps, donc c'est ça. Donc on a des effets de balancier, mais c'est vrai que c'est assez, pas simple hélas, mais de bien mesurer ce type de démarche. D'autres questions? Je vois qu'ils réclament. Il y en a qui réclament le buffet là-bas. Les adhérents du cluster. On arrive. Ne vous inquiétez pas. Très bien. Je vous remercie. On vous remercie. Une rapide. Vas-y. Excuse-moi. Non, vas-y. Je vais conclure. Tu veux faire une petite conclusion? Juste pour dire, je vous remercie d'être intervenu. Donc aujourd'hui, l'idée de cette intervention, c'était bien sûr de valoriser l'ingénierie qui est présente à la Part-Dieu et plus largement à l'échelle de la métropole, et ainsi donner un bon panorama de ce que représente l'industrie 4.0, ce que représentent les différentes briques technologiques qui peuvent être implémentées dans les industries. Ouais. Donc, voilà, il y a un dernier mot. Alors par rapport aux différentes, je remercie tout le monde, tous ceux qui sont venus témoigner. Un élément clé finalement dans ce témoignage-là, dans les témoignages que vous avez eus, moi ce que j'ai retenu, c'est vraiment la dimension d'expertise qui est très forte et très prégnante finalement dans les ingénieries qui étaient là. Il y a une dimension de partenariat et de confiance qui est là, qui est peut-être liée aussi à cette expertise, mais un historique et une relation quasiment de personne à personne qui se crée.
Et c'est vrai que les lieux comme la Part-Dieu ou comme Lyon favorisent vraiment ces univers-là. Et un dernier élément qui est très prégnant par rapport au cluster Ingera, et donc je vous invite à venir à 14h30 venir voir ce que c'est qu'Ingera, mais qui est très prégnant sur Ingera, c'est que la volonté de faire la démonstration que l'ingénierie, vous avez des grands noms, des industriels qui sont présents, et en fait l'ingénierie est toujours présente. Et l'ingénierie n'est pas un sous-traitant, mais un partenaire. Et cette notion de partenariat qu'on voit et qu'on a voulu démontrer justement dans cette petite table ronde, pour nous, elle est clé. C'est-à-dire que même si on a des relations financières, des relations contractuelles, on a ces éléments-là qui font partie intégrante de notre vie. Au-delà de ça, dans la relation au quotidien, dans la réalisation de projets, c'est cette confiance qui est nécessaire dans une relation de partenariat. Donc c'est vrai que le cluster pousse à cet objectif de créer des lieux qui permettent de se connaître et de montrer que l'ingénierie n'est pas uniquement finalement quelque chose d'invisible derrière les totems et toutes les marques des grandes entreprises que je vois derrière nous, mais aussi un réel acteur je dirais de technique et avec beaucoup d'expertise et du savoir-faire et des hommes qui adorent leur métier. Voilà pour ma part. Eh ben, je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis nous vous invitons à partager le cocktail avec nous. Merci.